Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre ce soir pour cette initiative autour de la Journée mondiale de l'eau. Donc, je vais vous présenter l'ensemble des acteurs et des personnes qui m'accompagnent ce soir pour cette présentation de notre régie publique de l'eau. Donc, Sylvain Mayer, conseiller municipal à Chevilly-la-Rue et membre de notre conseil d'administration. Geneviève Etienne, qui est élu à la ville du Kremlin-Bicêtre et membre du conseil d'administration de notre régie publique. Olivier Faure, qui est conseiller mission eau au sein de la régie publique de l'eau. Et Quentin Desfontaines, qui est notre directeur général des services de notre belle régie publique de l'eau. Je me présente rapidement, Fatah Agoun, premier adjoint à la maire de Gentilly et président de la régie des eaux de la Seine et de la Bièvre, qui desservira bientôt en eau potable 9 communes de notre territoire: Arcueil, Cachan, Chevilly-la-Rue, Fresnes, Gentilly, le Kremlin-Bicêtre, Orly, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. Si nous organisons ce live dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, c'est pour donner corps localement à cette initiative des Nations Unies qui vise à sensibiliser autour de l'importance de l'eau douce et potable, ainsi qu'à la nécessité de gérer cette ressource précieuse de façon durable, de la rendre accessible à tous, partout sur la planète. L'eau est un droit fondamental. Ce dernier enjeu est de plus en plus d'actualité, y compris dans notre département du Val-de-Marne, puisque l'été dernier, plusieurs communes ont été placées en restriction de consommation d'eau potable du fait de la sécheresse. Nous sommes également en train de sortir d'un hiver extrêmement sec. Vous l'avez vu, avec très peu de pluie, ce qui fait que 12 départements en France sont déjà en plein mois de mars en situation de restriction d'eau potable. Il y a donc là un véritable enjeu à protéger la ressource en eau dans les années à venir. Si nous souhaitons que l'humanité puisse disposer durablement de cette matière indispensable à la vie, et l'Île-de-France est également concernée. Cette évolution climatique fait d'ailleurs que l'accès en eau va devenir difficile pour de nombreuses populations. Il y a donc un enjeu à garantir son égal accès pour toutes et tous. Ces deux enjeux de justice sociale et climatique ont poussé les 9 communes que j'ai citées précédemment à créer une régie publique de l'eau. En 2 phrases, qu'est-ce que cette régie ? Il s'agit d'un nouveau service public de l'eau de proximité qui va remplacer à partir du 1er janvier 2024 un délégataire privé, à savoir Veolia, Vedif, Veolia Eau Île-de-France. L'objectif est de rendre au service public et à ses usagers une part de la facture qui était jusqu'à présent privatisée. Comment cela se traduit-il ? En termes de justice climatique, le premier aspect qui se verra demain amélioré avec la mise en œuvre de notre régie, c'est celui de l'entretien de notre réseau d'eau potable. Chaque année en France, ce sont 1 milliard de mètres cubes d'eau potable qui sont perdus dans les fuites. Or, cette eau a nécessité la mobilisation d'énergie électrique et de moyens financiers pour être potabilisée. C'est un vrai gâchis. Il s'agit donc d'un gâchis contre lequel nous devons lutter plus efficacement en renouvelant mieux nos canalisations. Cela correspondra à près de 5 km par an sur les 470 km que comptent les 9 communes de la régie. En termes de justice sociale, les maires des 9 communes ont décidé de mettre en place un bouclier tarifaire et de ne pas augmenter le prix de l'eau. Ainsi, alors que nous n'avons pas encore repris la totalité du service, puisque celui-ci commencera de façon opérationnelle au 1er janvier 2024, nos 9 communes sont déjà 5% moins chères que celles qui ont décidé de continuer avec un délégataire. Comme je l'ai dit, nous avons décidé de ne pas augmenter notre part de la régie, mais les autres, agences de l'eau, délégataires, SIAP, ont fait le choix de répercuter l'inflation sur les tarifs. Notre régie coche déjà son premier objectif, à savoir protéger le pouvoir d'achat des ménages en maîtrisant le prix de l'eau, alors que l'inflation galope dans tous les autres champs. Je m'arrêterai là pour cette introduction pour laisser place rapidement à l'échange et vous présenter où nous en sommes dans ce projet. Donc on va vous dérouler la présentation et ce que nous allons vous présenter ce soir. Donc la présentation des intervenants, je l'ai déjà fait. La Journée mondiale de l'eau et les actions initiées à cette occasion. Les évolutions du contexte en matière d'eau potable. Les accords de retrait avec le CEDIF et le programme de travaux que nous allons initier. L'historique et l'actualité de la régie. Et bien sûr, les événements marquants et la communication.
Donc les présentations, ça sera moi, Olivier Faure et Quentin Desfontaines, notre directeur général, et Éric Genest, le directeur des services techniques, on va appeler ça comme ça. Donc la journée mondiale de l'eau le 22 mars de chaque année. Et donc on a décidé cette année d'organiser une réunion publique pour constituer un point d'étape, pour vous faire part un peu de nos avancées, d'où nous en sommes, ce que nous allons initier, et nous allons vous présenter un document sur lequel a lieu un retour en images. Il y a un an, jour pour jour, en cette journée mondiale de l'eau et en pleine tempête sanitaire, nous lancions le collectif Gentilléen pour une régie publique de l'eau. Quel beau chemin parcouru depuis et quelle victoire! Je suis ravi de ce retour à une gestion publique de l'eau sur nos territoires. Comme quoi, la lutte, parfois, ça paye. Très nombreux habitants et habitantes des 9 villes du territoire Grand Orly Seine-Bièvre, engagés dans cette démarche, se sont exprimés en faveur du retour de l'eau dans le giron public. Nous voyons ce que ce projet symbolise et promet, la gestion d'une ressource naturelle indispensable de manière solidaire, écologique et démocratique. 9 villes du Val-de-Marne qui représentent un peu plus de 300 000 habitants, c'est déjà pas mal pour un service public de l'eau. C'est une taille plus humaine que celle du syndicat des eaux d'Île-de-France, qui est une instance de très grande taille dans laquelle la démocratie est loin d'être garantie. C'est d'abord ce choix démocratique de le gérer en direct par les élus et par les associations et les usagers de l'eau, qui est une gestion directe. Un des enjeux, c'était la maîtrise des prix, avoir une justice sociale, permettre au plus grand nombre d'accéder à l'eau, aider les familles à travers des premiers mètres cubes d'eau gratuits, à faire en sorte que le prix ne soit pas au-delà de ce que nous sommes engagés, c'est-à-dire au prix actuel. Nous sommes alimentés aujourd'hui par une grande usine du Cédif à Choisy-le-Roi. Dans un premier temps, nous serons toujours alimentés par cette usine. Notre objectif est de pouvoir être alimentés par d'autres opérateurs qui ont à cœur la préservation de la ressource, qui ont à cœur, par exemple, de promouvoir une agriculture raisonnée pour éviter la pollution de la ressource, et dans un mode de gestion publique. Le but du jeu, c'est effectivement de se fixer des objectifs ambitieux et une grande qualité de service pour la future régie et la distribution d'eau potable. Avoir un service client performant qui soit en proximité, qui soit adapté à vos besoins, et également un renouvellement du réseau qui soit suffisant pour ne pas faire peser sur les générations futures une forme de coût, de dette. Évidemment, on n'a pas la prétention de savoir mieux que vous quelle coloration il faut qu'on donne à cette régie. Donc on insiste sur le fait que ce que la régie fera, ce sera aussi et surtout en fonction des attentes et des propositions que vous formulerez et exprimerez. Donc vous avez pu voir ce petit résumé en vidéo des réunions publiques que nous avons menées. Comme je vous ai informé, une lettre d'information est partie des 9 communes, des 9 maires, co-signée avec le président de la régie, vous informant de l'évolution et de l'avancée de notre régie publique, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, qui sera opérationnelle à partir du 1er janvier 2024, même si toutes les équipes sont à l'œuvre pour y être prêts au matin. Deuxièmement, le lancement de la participation citoyenne au nom de la régie. Nous avons souhaité, comme pour la votation citoyenne concernant la décision d'aller ou pas en régie publique en septembre 2021, nous avons fait le choix de vous consulter, de vous informer sur le nom de la future régie publique de l'eau des 9 communes. Donc plusieurs noms vous ont été proposés. Vous pouvez aller sur Internet et définir le choix que vous voudriez faire pour ce futur nom, Eau de la Seine et de la Bièvre, autrement solidaire
eau en commun. Vous voyez bien qu'à chaque fois, nous avons créé les conditions que l'eau soit au cœur de ce nom, et c'est à vous de faire le choix, de décider jusqu'au mois de juin pour définir le nom de notre future régie que nous souhaitons faire avec vous. Nous avons aussi organisé partout, parce que l'éducation, la promotion et la prévention à l'eau est un élément important de nos politiques, de travailler en direction des enfants à travers les centres de loisirs, à travers les services municipaux, à travers l'Exploradome qui est situé à Vitry pour faire de l'eau un bien commun et de mettre ça dans la main des enfants, de pouvoir en tout cas les émanciper et leur permettre d'avoir un savoir sur ces questions-là. Et bien sûr, la réunion de ce soir, vous pourrez poser vos questions tout au long de la soirée à travers un chat en direct et nous vous répondrons aux questions que vous poserez. Sur l'évolution du contexte territorial, donc la constitution d'une régie au sud du territoire avec la mutualisation de moyens. Donc nous avons créé les conditions de faire des petits au sein de notre établissement public territorial. Nous avons 24 communes. À travers la carte que vous voyez à l'écran, vous avez les communes en jaune qui sont les communes qui font partie de la régie publique de l'eau, les 9 communes. Vous avez les communes en rouge qui sont les communes qui continuent à être adhérentes au CEDIF, qui continuent à être avec le syndicat des eaux d'Île-de-France. Vous avez les communes en violet assuré qui sont les 5 communes, là vous en avez 4 à l'écran je crois, qui ont fait le choix de créer une régie publique de l'eau qui s'appelle la régie publique de la Seine et de l'Orge. Et donc ces 4 communes se sont constituées juste après la nôtre. Et il reste une dernière petite commune, une grande commune, Viry-Châtillon, qui fait partie de l'établissement public territorial, qui, elle, est aussi en régie publique. Nous avons plus de la moitié des communes au sein du territoire des 24 communes qui ont fait le choix de basculer en régie directe, en régie publique, pilotée par les élus, définissant les priorités politiques que j'ai évoquées tout à l'heure sur les justices sociales et justice climatique. Et donc, dorénavant, nous avons 3 régies au sein de l'établissement public territorial, pilotées par les élus, avec des administrateurs, que peuvent être les associations ou les usagers, et avec la représentation des personnels au sein de notre conseil d'administration. Alors, après, nous avons l'évolution du contexte territorial, la création d'une nouvelle régie, la place du territoire du Grand Or Seine-Bièvre à la charnière d'un axe de l'eau public en France. Nous participons avec un certain nombre d'acteurs de l'eau, tels que Hauts-de-Paris, les régies dont je vous ai cité, notre engagement dans France Eau Public, où nous participons à l'ensemble des évolutions sur les questions de l'eau, sur les idées pour aller légiférer. Et nous avons aussi la création du syndicat mixte fermé au Sud francilien, dont l'établissement public territorial a adhéré et qui vise à reprendre des capacités de production. À ce jour, nous n'avons pas de capacité de production publique, à part bien sûr la régie des eaux de Paris. Sinon, les autres sont des opérateurs privés, que ce soit Veolia ou Suez ou SOR, dont d'autres, nous essayons avec ce syndicat de reprendre la production, la capacité de production d'eau publique sur le territoire. Je vais donner maintenant la parole à Olivier Faure qui va vous présenter les accords de retrait avec le CEDIF et le programme de travaux que nous envisageons de faire sur l'année 2023 et sur les autres années. Merci Fatah, bonjour à tous. Effectivement, les 9 communes ont décidé de créer une régie publique pour sortir du syndicat des eaux d'Île-de-France, qui est un grand syndicat qui représente plus de 4 millions d'habitants autour de Paris. Les 9 communes ont décidé donc de sortir du syndicat des eaux d'Île-de-France pour mener à bien leur projet de réappropriation publique et de réappropriation locale du service de l'eau. Pour cela, il fallait se mettre d'accord avec le CEDIF sur les conditions de sortie. Par ailleurs, le CEDIF restera un partenaire important compte tenu des interactions techniques et autres qui nous lient avec lui. Donc, il était nécessaire de se mettre d'accord et de passer un accord global avec le CEDIF qui repose en fait sur 3 conventions. Une première convention
qui a pour objet de répartir le patrimoine. Pour que la Régie des eaux puisse fonctionner demain, il faut qu'elle récupère la totalité du patrimoine sur son territoire qui auparavant appartenait au CEDIF. Donc c'est ce qui a été négocié avec le CEDIF. Je précise que cet accord a été négocié et passé en 2022. Donc cet accord permet à la Régie de disposer de l'ensemble des canalisations, notamment, qui sont situées sur son territoire, et de l'ensemble du patrimoine qui est sur son territoire, lui permettra donc d'assurer la gestion directe du service. Le deuxième accord qui a été passé est une convention d'achat d'eau en gros, parce que la Régie n'a pas d'usine de production d'eau potable sur son territoire. Il y a en Île-de-France seulement quelques très grosses usines de production d'eau potable, dont le CEDIF et dont nous alimentons une usine qui est située à Choisy-le-Roi. Donc la Régie a passé une convention d'achat d'eau en gros jusqu'au 31 décembre 2029 qui lui permet d'être alimenté en eau jusqu'à cette date et d'ici là d'étudier une éventuelle diversification de son approvisionnement. Cette convention nous permettra à la Régie de disposer d'eau potable, bien sûr, dans des conditions économiques qui reflètent les coûts de production du CEDIF et qui lui permettent d'assurer l'équilibre économique à terme du service d'eau et de pouvoir engager des investissements, un programme de travaux ambitieux. C'est l'objet de la troisième convention qui a été passée avec le CEDIF, qui consiste à prévoir un programme de travaux, parfois en commun pour certains travaux, et en tout cas qui prévoit une enveloppe de 60 millions d'euros qui sera cofinancée à part égale par les deux collectivités pour assurer les travaux donc, de déconnexion des réseaux entre les deux collectivités, d'installer un certain nombre de comptages et également, ce qui est très important pour la Régie, de mener des travaux de renouvellement des canalisations, des compteurs, des branchements, enfin bref, de renouvellement du patrimoine, et ce qui lui permet de mener un programme très ambitieux d'investissement et de renouvellement qui va commencer dès 2023, qui va se poursuivre dans, on peut dire, la décennie à venir, mais en tout cas l'enveloppe de cofinancement négociée avec le CEDIF court jusqu'au 31 décembre 2027. Il va donc y avoir des investissements très significatifs qui représentent plus de 1% du linéaire de canalisation qui sera renouvelé chaque année, qui va représenter le renouvellement de la quasi-totalité des compteurs du service de l'eau, le renouvellement d'un certain nombre de branchements, enfin bref, un programme très ambitieux qui permettra de renouveler le patrimoine et de transmettre aux générations futures un patrimoine en bon état, d'assurer un service d'excellente qualité, notamment de pouvoir diminuer les fuites dans le réseau, ce qui, compte tenu des enjeux que Fatah Agoun a rappelés en introduction, de raréfaction de la ressource, est un enjeu très important de pouvoir limiter les fuites et donc de préserver la ressource en eau. Voilà donc dans les grandes lignes l'accord qui a été négocié et conclu avec le CEDIF pour que la Régie puisse sortir du CEDIF et assurer elle-même son projet de gestion directe du service de l'eau potable pour les 9 communes concernées. Bonsoir à chacune et à chacun en cette journée mondiale de l'eau 2023. Je prends le relais. Vous avez compris que cet accord avec le CEDIF était un élément structurant de l'actualité de la Régie. Nous souhaitions aussi vous donner quelques informations complémentaires de cette actualité et vous présenter finalement sous forme de petites frises chronologiques une histoire jusqu'à aujourd'hui de la Régie et puis ce qui est prévu pour la suite. D'abord, je voulais témoigner. Nous avons commencé l'histoire en 2021 sur ce que vous avez sous les yeux, mais vous le savez, certains de vos élus sont pionniers et militent depuis 10 ans à présent pour une évolution des modes de gestion en Île-de-France. Ils ont eu une opportunité finalement législative ou réglementaire avec la loi NOTRe qui a permis aux établissements publics territoriaux de réadhérer ou non au syndicat des eaux d'Île-de-France pour les communes qui en faisaient partie. De ce fait, avant 2021, il y a eu un certain nombre de réflexions préalables pour étudier les modalités juridiques, financières, techniques, administratives de cette sortie et voir si l'aventure dans laquelle se sont engagés vos élus
était effectivement crédible ou non. Ça, c'était avant 2021. Et en 2021, vous le savez, le président Fatah Agoun l'a rappelé, il y a eu une décision qui était à la fois politique et citoyenne, avec cette votation organisée à l'automne et qui a permis de valider de façon importante le souhait des citoyens de suivre quelque part leurs élus dans cette aventure et de leur confier ce nouveau mode de gestion de la distribution de l'eau potable. Il faut donc bien comprendre qu'à partir de cette date, et plus particulièrement la votation a eu lieu en septembre, à partir du 1er octobre 2021, l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre s'est donc de fait substitué au syndicat des eaux d'Île-de-France dans l'ensemble de ses droits et obligations. Et en particulier, il a repris une délégation de service public qui est en cours et dont l'échéance approche désormais puisqu'elle se situe à la fin de l'année, au 31 décembre 2023. À ce titre, nous avons déjà, et j'allais dire depuis le 1er octobre 2021, la responsabilité de 2 grandes missions, que sont le suivi de la délégation jusqu'à son achèvement, d'une part, et d'autre part, la responsabilité de ce qu'on appelle la gestion patrimoniale des réseaux. Olivier Faure vous exposait tout à l'heure l'accord avec le CEDIF et le programme de travaux qui, quelque part, n'ont pas en découlé, mais étaient engagés à partir du printemps. Et donc, nous allons matériellement, j'allais dire, venir réaliser un renouvellement sur le territoire à partir du mois probablement de juin ou peut-être de mai si on y arrive. Mais en tout cas, c'est un enjeu, évidemment, vous le savez, de réaliser des travaux. Et nous sommes dotés des différents moyens pour ce faire. Nous travaillons de concert avec les villes et bien sûr l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre. Et donc, vous verrez progressivement s'installer des chantiers de la régie en direct et non plus seulement du délégataire ou auparavant du syndicat des eaux d'Île-de-France. Ça, c'était pour l'année 2021. L'année dernière, en 2022, finalement, nous avons été dans une phase de définition de la façon dont nous allions organiser la distribution, la reprise du service de distribution d'eau potable. En particulier, nous avons commencé à constituer une équipe de préfiguration. Nous avons défini un certain nombre et bénéficié de prestations d'accompagnement pour préparer la régie. Et nous avons aussi fait un pari de dire qu'il fallait qu'on réalise un certain nombre de choses finalement en avance de phase sur le 1er janvier 2024, qu'on ne pouvait pas tout faire au mois de décembre et a fortiori entre le 31 décembre et le 1er janvier. Et donc nous avons fait ce pari d'une sorte d'avance de phase avec ce qu'on a appelé l'autonomie administrative, de façon à avoir une structure qui soit de plus en plus autonome, de plus en plus indépendante de sa tutelle, qui est l'établissement public territorial jusqu'alors Grand Orly-Seine-Bièvre, et qui soit en capacité de passer des marchés, d'avoir son entité propre, de recruter du personnel et donc de préparer au mieux la suite de l'aventure avec la reprise de service au 1er janvier prochain. Cette année 2022 a été importante aussi pour définir la façon dont nous allions porter les différentes missions, une logique un peu de portage des missions. L'idée étant qu'on soit dans un optimum entre ce qu'on réalise par nous-mêmes parce que c'est stratégique et ce qu'on confie à des entreprises notamment qui sont spécialistes parce que soit c'est plus compliqué, soit on considère qu'on a une maîtrise suffisante du sujet et qu'il y a donc une logique de s'appuyer sur ces compétences et ces entreprises extérieures. Et donc, 3 mots là-dessus. La première chose, c'est que vos élus ont décidé de porter en interne, au sein de l'équipe de la régie, la gestion des abonnés et la facturation, considérant que c'était un sujet stratégique d'une régie et que finalement, on perdait un peu l'âme de l'aventure si jamais on créait une régie, mais que dans l'instant, on confiait cette relation avec les usagers que vous êtes. Et donc, il y a eu une décision forte sur ce plan et nous nous mettons évidemment en ordre de bataille pour y répondre avec toute la qualité requise. Deuxièmement, nous avons, alors ça c'est classique au sein d'une régie, souhaité nous appuyer sur les entreprises à partir du moment où il y a ce qu'on appelle des terrassements, c'est-à-dire où on vient faire des trous dans la voirie pour
atteindre les canalisations, que ce soit pour les réparer ou pour les renouveler. Dernier élément fort, nous avons décidé, à contrario, de mettre en place une organisation d'astreinte de façon interne, de sorte à là aussi avoir une qualité de service pour pouvoir répondre à vos attentes. L'année 2022 s'est maintenant achevée, vous le savez, nous sommes entrés en 2023 et en cette année 2023, nous rentrons finalement dans une logique de mise en œuvre et de constitution concrète de la régie. Nous allons recruter le personnel, nous allons nous doter en moyens matériels, que ce soit les véhicules, les locaux, les systèmes d'information. Nous allons lancer un certain nombre de consultations pour disposer des prestataires. Olivier Faure l'a exposé, Fatah Agoun en a parlé. Nous allons également engager cet important programme de travaux de renouvellement. Et évidemment, nous allons suivre jusqu'au bout et solder en quelque sorte le contrat de délégation en cours. 2024 sera une année de reprise du service. Alors, on pourrait dire en quelque sorte que tout change et rien ne change, puisque vous aurez toujours de l'eau, en tout cas on s'y emploie, qui coulera dans le robinet. Nous ne sommes pas inquiets sur ce plan. Évidemment, on prend tous les moyens pour assurer une qualité d'eau et les critères de pression, de disponibilité qui sont caractéristiques de ce service. Nous prenons donc en charge la relation avec les abonnés qui passe notamment par la transmission, l'élaboration et la transmission des factures et évidemment la réponse à un certain nombre de questions qui y font suite. Nous poursuivrons bien sûr le programme de travaux qui a été engagé et nous arriverons en 2025 et au-delà où là nous serons dans une logique de développement et de démultiplication d'un certain nombre d'ambitions, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient exprimées par les citoyens. Évidemment, Fatah Agoun en a largement parlé, notre président, la maîtrise des prix de l'eau, en tout cas de la part eau potable, puisque vous avez compris que, ou vous le savez, la facture d'eau se décompose en plusieurs parts, dont une part assainissement, dont des parts de taxes et de redevances. Pour ce qui nous concerne, la part eau potable, on a la préoccupation de maîtriser le prix, de mettre en place des politiques environnementales d'économie d'eau, des politiques sociales qui défendent les personnes les plus précaires. Nous aurons en 2025 la poursuite et un engagement plus important des travaux de déconnexion qui sont dans l'accord avec le syndicat des eaux d'Île-de-France qu'on vous a exposé préalablement. Et nous aurons à cœur d'initier les premiers travaux de diversification d'approvisionnement en eau. Voilà. Après, c'est aussi l'ambition de la régie. C'est une aventure citoyenne qui est à l'écoute des habitants et des usagers et qui a aussi pour logique de répondre aux demandes qui seront et aux souhaits qui seront exprimés. Je laisse la parole, je restitue la parole à notre président Fatah Agoun pour vous faire un focus sur ce qu'ont été quelques-uns des éléments marquants de cette année et quelques éléments en matière de communication. Merci Quentin pour la clarté des propos qui ont été tenus et la pédagogie pour informer au mieux nos populations sur ce beau projet. Comme ça a été évoqué, nous avons eu un certain nombre d'initiatives sur l'année 2022. Une première que nous avons eue sur la ville du Kremlin-Bicêtre, sur l'organisation de leur festival d'écologie populaire, une très belle initiative à la rencontre des populations, où nous avons beaucoup échangé, expliqué quel était notre projet, celui que nous souhaitions mettre en œuvre avec les 9 communes. Et donc nous avons reçu beaucoup de personnes. Nous avons aussi une initiative en direction des élus, des populations, pour promouvoir notre idée de la gestion publique de l'eau, cette volonté que ce bien commun revienne dans les mains des citoyens et des élus pour que cette eau soit gérée au plus proche des populations. Et donc nous avons une initiative sur la fête de l'humanité. Nous avons aussi eu plusieurs initiatives avec Exploradome, cette structure d'éducation populaire en direction des classes de l'ensemble de nos écoles sur les 9 communes. Nous sommes intervenus sur 2 classes avec l'Exploradome, expliquant tout le cycle de l'eau, expliquant comment nous allons mettre en œuvre ce projet de régie de distribution d'eau potable.
Nous avons aussi signé des conventions de partenariat avec Hauts-de-Paris sur un certain nombre de domaines, sur les échanges de savoir, sur les conseils en termes d'études techniques, de travaux, d'ingénierie, mais aussi en termes d'achat d'eau avec Hauts-de-Paris. Vous allez avoir tout un débat public sur ce qu'on appelle l'OIBP, l'osmose inverse basse pression, porté par le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui sert à avoir une eau plus pure que pure. Vous pourrez en tout cas donner votre avis pendant cette période du débat public. Tout projet excédant plus de 300 millions d'euros de dépenses publiques doit être soumis au débat public. Le CEDIF doit expliquer son projet et chaque personne, chaque institution, ça sera le cas de la régie publique et moi je serai amené à donner une expression publique de la régie, à donner une expression publique en tant que président sur ce projet que je ne valide pas. Mais le débat public est enclenché par la CNDP et donc vous avez jusqu'au 20 juillet 2023 pour donner votre avis. Nous serons sûrement amenés à organiser des réunions publiques sur notre territoire. Je crois qu'il y en a un organisé sur Villejuif dans les prochaines semaines. Et donc, je vous invite à y participer le plus largement possible. En tout cas, nous avons créé toutes les conditions de promotion de notre régie sur les 9 communes, d'essayer d'acculturer au mieux nos populations sur le projet et faire en sorte que chacun puisse donner son avis sur tous les domaines de la régie publique de l'eau et faire en sorte que ce projet puisse vraiment démarrer au 1er janvier 2024 en toute autonomie et indépendance. Nous allons, je crois, procéder là aux échanges de réponses aux questions que certains ont dû être amenés à poser pendant que nous présentions un peu où nous en étions aujourd'hui et vers où nous allions demain. Donc nous, on est prêts, Sylvain ou Eric, à répondre à vos questions. Je pense que nous allons nous les partager et nous vous répondrons tant bien que mal. Bonjour à tous et à toutes. Alors nous avons quelques questions en effet. Alors la première, aujourd'hui la plupart des services publics ont des réponses automatiques quand les usagers ont des questions. Est-ce que la régie agira différemment? Comment ça va se passer? Quentin ? Pour préciser la question, nous parlons là des centres d'appel qui répondent aux sollicitations des usagers, j'imagine. Voilà. Nous aurons à cœur, alors c'est quelque chose d'abord qui n'est pas complètement défini, sur lequel nous sommes en train de travailler, mais effectivement nous aurons à cœur d'être en proximité avec les usagers, de permettre un certain nombre de ce qu'on appelle de relations multicanales, à savoir que les gens puissent nous contacter par téléphone, ce qui est aujourd'hui très majoritaire, évidemment par mail, évidemment avec un accueil physique dont les horaires et le lieu restent bien sûr à définir aujourd'hui, et puis par tout autre canal qui serait approprié. On parle aujourd'hui beaucoup d'applications depuis les téléphones portables. Nous sommes attachés à acquérir un système d'information qu'on appelle de relations abonnées, qui justement soit interfacé avec des applications faciles et donc appropriables par le citoyen. Je pense que la question pose un peu plus interrogation sur les expériences que nous pouvons avoir en tant qu'usagers de différents opérateurs sur effectivement la difficulté qu'il existe aujourd'hui à joindre un conseiller et parfois un peu un véritable parcours du combattant pour enfin avoir une personne réelle à qui on puisse parler et exposer sa situation. C'est quelque chose qui, de notre côté, reste à définir. Il est bien évident qu'il y a un certain nombre de serveurs vocaux intelligents qui sont préalables, qui permettent de mieux aiguiller les demandes. Donc nous ne nous affranchirons sans doute pas de ces touches préalables sur lesquelles il faut appuyer. Mais en tout cas, nous avons à cœur que la personne qui appelle puisse le plus rapidement possible avoir un de nos responsables relations abonnés, lui présenter sa situation et avoir une qualité d'écoute et de service optimale.
J'insiste au passage sur le fait que c'est l'avantage de notre régie qui est dans une échelle, j'allais dire, que nous jugeons pertinente pour un service de distribution d'eau potable et qui nous permettra d'avoir une relation réellement personnalisée, c'est-à-dire que nous aurons une équipe de 10-15 personnes qui seront en réponse aux usagers et qui fatalement connaîtront progressivement les clients et j'oserais dire ou les usagers et que inversement les usagers connaîtront. Tout à fait. Alors moi là-dessus, pour rappeler un peu la volonté politique de mettre au cœur de notre projet les citoyens, les usagers, effectivement les abonnés. Les clients est une sémantique un peu moins habituelle pour nous, mais ça fait partie des clients qui seront de la régie, consommeront de l'eau et ils seront facturés. Mais en tout cas, avec Geneviève, Sylvain et l'ensemble des membres du conseil d'administration de la régie, c'est une volonté qu'on porte en tout cas de répondre plus facilement, plus directement, créant moins de frustration et faisant en sorte que les concitoyens de nos villes, en tout cas les usagers de l'eau, puissent avoir une réponse à la question posée par tous les canaux qui ont été évoqués, que ce soit un smartphone, que ce soit le téléphone, que ce soit Internet, que ce soit un rapport direct à la personne. En tout cas, c'est une volonté portée par le conseil d'administration, par l'ensemble des élus que compose notre conseil d'administration de ces 9 communes. Et en tout cas, avec Sylvain ou Geneviève, on y est très attachés. Oui, tout à fait. Donc on est membre du conseil d'administration, on est aussi élus municipaux. Dans les mairies, on fait le service public local. Quand on appelle une mairie, c'est pas comme quand on appelle, je sais pas, un fournisseur d'énergie ou de téléphone, où on va naviguer pendant des heures et des heures sans jamais au final réussir à parler à quelqu'un. Quand on appelle une mairie, il y a peut-être un truc à taper pour dire quel service vous voulez. Mais au bout de moins de 30 secondes, vous avez quelqu'un au bout du téléphone. Ou quand vous venez au guichet, pour la plupart des choses, vous ne prenez pas rendez-vous. Vous venez à la mairie et vous voyez quelqu'un, une personne humaine. Et on a l'intention d'avoir effectivement l'humain et la proximité au cœur de ce service. Et donc, oui, ne pas faire naviguer les gens parmi des robots ou des chats pseudo-intelligents, très rapidement qu'il y ait un être humain pour discuter, quoi. C'est vraiment une ambition quand même qu'on porte fortement. Alors, une nouvelle question qui nous arrive. Bonjour à toutes et tous. D'où vient l'eau potable consommée sur le territoire de la régie et est-ce que la régie compte produire de l'eau elle-même? Je dirais un mot. Olivier, allez-y. Ouais, Olivier. Je commence par donner effectivement quelques éléments de réponse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en Île-de-France, l'eau potable est produite à partir de quelques grosses usines qui traitent l'eau qu'on pourrait qualifier de l'eau brute. En l'occurrence, sur le territoire, c'est une usine située à Choisy-le-Roi qui traite l'eau de la Seine pour en faire de l'eau potable. Donc aujourd'hui, l'eau potable que nous buvons vient de cette usine de Choisy-le-Roi. Il y a d'autres sites de production en Île-de-France. Par exemple, Haut-de-Paris a une usine de production à partir de l'eau de la Seine à Orly. Haut-de-Paris a également des forages qui vont chercher de l'eau un peu plus loin, donc de l'eau souterraine, donc là qui est plus pure et qui nécessite moins de traitement. L'eau de la Vanne et du Loing. L'eau de la Vanne passe et du par Loing. Gentilly. Excusez-moi d'être précis sur cette question-là, mais ça passe sur Gentilly, leur canalisation. Donc ça vient de la Vanne et du Loing. Donc les Gentilléens connaissent bien, tout à fait. voient passer l'eau de Paris quotidiennement. Exactement. Et donc la régie a commencé déjà à étudier les possibilités d'acheter de l'eau, d'être approvisionné en eau potable, outre l'usine de Choisy-le-Roi, éventuellement par de l'eau produite par Haut-de-Paris ou d'autres installations. Il y a aussi des sites de production d'eau potable en Essonne qui ne sont pas si loin et qui peuvent approvisionner la régie. Donc il y a différentes possibilités. Donc ça, c'était sur comment la régie est alimentée en eau potable. Il y avait une deuxième partie à la question. Est-ce qu'on produira de l'eau? C'est ce que j'ai évoqué dans mon discours avec le syndicat Mixfer. Oui, effectivement. Alors, la question, est-ce qu'on produira de l'eau? Alors, autant la régie a un projet de réappropriation locale et de proximité, comme ça a été expliqué, pour distribuer l'eau.
autant la production d'eau potable nécessite des investissements très importants. Il y a déjà de fortes capacités de production en Île-de-France d'eau potable, et ce ne serait pas raisonnable d'investir pour créer un nouveau site de production d'eau potable sur le territoire de la régie. Ça n'aurait pas de sens économiquement, ça n'aurait pas de sens en termes de développement durable. Donc, la régie, de toute façon, reposera sur les capacités de production existantes et n'a pas le projet d'investir de nouvelles capacités de production. Fatah, je te laisse compléter. Oui, simplement, j'évoquais dans mes propos introductifs l'idée que le syndicat mixte fermé puisse acquérir une production d'eau potable, en train de discuter avec Suez qui détient une usine à Morsan-sur-Seine, merci, à Morsan-sur-Seine, et donc il y a discussion, négociation, construction avec Suez pour que ce syndicat puisse acquérir cette usine et pourquoi pas produire de l'eau potable demain. Mais ce qui est important de retenir, en tout cas, c'est ce qu'a évoqué Olivier Faure. Il existe assez de production, en tout cas, d'eau potable sur l'ensemble du territoire francilien pour éviter d'en reproduire une nouvelle usine parce que ça ne tient pas économiquement, ça ne tient pas d'un point de vue environnemental, ça ne tient pas d'un point de vue écologique. Il faut essayer simplement de trouver un projet commun. Il faut essayer de trouver une solution commune pour que peut-être l'ensemble de ces usines de production reviennent sur le giron public pour que ça soit une production publique à destination de l'ensemble des Franciliens, des Franciliens et des Franciliennes. On nous parle beaucoup de garantir l'accès à l'eau pour tous. Qu'est-ce que la régie compte faire dans ce sens ? C'est une vraie question. Après, je pense que chacun peut prendre la parole, mais effectivement, l'accès pour tous, en tout cas la volonté que nous avons, que j'ai portée encore une fois dans mes propos introductifs sur la justice sociale et la justice climatique. En termes de justice sociale, c'est nous réfléchirons avec les associations, avec les usagers et avec les élus pour savoir si demain, la tarification sociale que nous mettrons en place en direction des populations, des usagers, des abonnés, puisse en tout cas permettre à certains d'avoir une tarification spécifique pour que personne ne soit écarté de l'accès à l'eau potable. Deuxièmement, devons-nous ou pas, c'est une discussion qui revient souvent, c'est un débat qui est déjà installé avec les associations, est-ce que nous devons fournir à ceux qui sont le plus éloignés économiquement les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour ces familles, pour ces populations. Tout cela, en tout cas, nous créerons les conditions de ne pas faire en sorte qu'il y ait, en tout cas, des coupures d'eau pour ceux qui n'ont pas pu payer. Nous allons créer les conditions au sein de nos CCS ou avec les bailleurs sociaux de créer les conditions d'accompagnement, d'écoute, pour faire en sorte que chacun puisse se garantir de se doucher, de se nourrir, de boire. Et donc, nous créerons les conditions, encore une fois, de trouver une tarification spécifique en direction des populations qui ne pourront pas accéder à l'eau potable. En tout cas, il n'y aura pas de coupure d'eau au sein de la régie, de notre régie. Alors, une nouvelle question. Que compte faire la régie pour préserver la ressource en eau ? Excellente question. Donc, il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été dits, en particulier par le président Fatah Agoun et par Olivier Faure dans leur introduction. Donc, l'axe principal là-dessus, c'est d'avoir des réseaux de qualité qui ne fuient pas. Le chiffre a été donné, je crois, de 20% de taux de fuite en moyenne dans les réseaux d'eau potable. On veut être bien en dessous, et donc ça a été expliqué, ça commence par un plan d'investissement ambitieux pour commencer sur les 4 ou 5 prochaines années à renouveler massivement les conduites les plus anciennes et celles qui fuient le plus. Donc ça, c'est un vrai engagement. Et ensuite, la question, elle est aussi liée à la façon dont on produit l'eau, c'est-à-dire avoir une sobriété et une parcimonie dans ce qu'on prélève dans le milieu naturel, qui est actuellement en manque d'eau, on le sait, au moins depuis l'an passé. Là, il y a eu un des hivers les plus secs, donc il ne s'agit pas de prélever plus d'eau que ce qu'on doit utiliser. En ce sens, il y a une date qui est importante qui a été mentionnée, c'est le 31 décembre 2029, qui est la fin de la convention d'achat d'eau en gros qui nous lie au CEDIF. Et la date n'est pas anodine, puisqu'on a mentionné le projet d'OIBP, je reviendrai un peu là-dessus. Il est censé rentrer en production au 1er janvier 2030 du côté du CEDIF.
Et donc l'EIBP, c'est un procédé qui à la fois prélève plus d'eau que nécessaire dans le milieu naturel. Donc pour 100 litres d'eau potable produite, on prélève, il me semble, de l'ordre de 115 litres. Enfin, ça dépend de la nature de l'eau exacte qui est prélevée. Et donc on rejette 15 litres d'eau qui sont traités, etc., concentrés en composés dans le milieu naturel. Donc on fait transiter plus d'eau qu'il ne faudrait par une installation industrielle. Et ce processus est en plus énergivore, alors qu'on sait qu'on est dans une période où l'énergie est aussi quelque chose qu'il faut consommer avec sobriété, avec parcimonie. Donc, comme ça a été mentionné, il y a d'autres producteurs d'eau en Île-de-France. On a déjà une convention avec Eau-de-Paris qui permet d'envisager à terme l'achat d'eau en gros auprès d'Eau-de-Paris qui, eux, partagent les mêmes préoccupations qui sont les nôtres, c'est-à-dire d'éviter ce qui est, à mon avis, une fuite en avant technologique, ce processus d'OIBP, osmose inverse à basse pression, et au contraire, une approche inverse, qui est d'aider les agriculteurs, par exemple, au voisinage des endroits où ils prélèvent l'eau, à utiliser moins de pesticides, de sorte d'avoir une ressource de meilleure qualité et de moins avoir à la traiter par des procédés technologiques, chimiques, énergivores, etc. Donc pour nous, comme ça a été dit, ça n'a aucun sens pour les mêmes raisons de sobriété d'avoir notre propre production d'eau. En revanche, on veut être en situation de choisir des producteurs d'eau qui partagent nos valeurs d'écologie et de sobriété et de parcimonie dans ce qu'on prélève dans le milieu naturel. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question, probablement pas. Il y a la dimension qui vient d'être appelée, qui est la dimension de production, quelle technologie on emploie et quel serait leur impact. Mais il y a l'autre bout aussi de la chaîne qui est l'utilisateur. Cette fois, on ne parle même plus de client, il y a quelqu'un qui ouvre son robinet à la maison. Donc, dans ce qui est expliqué depuis le départ, finalement, la philosophie d'une régie aussi, ça va être que chacun se sente davantage acteur de ce cycle de l'eau. Alors, si les dimensions techniques reviennent, je dirais, à la régie, voire aux producteurs d'eau, auxquels nous achetons en gros, l'usage qui est fait, il est vraiment collectif. Et donc, l'idée d'une régie, c'est d'approcher la régie de l'usager, mais aussi l'usager de la régie, dans le sens où celui-ci pourra, à divers titres, d'associations, de représentants, etc., impliquer, voire de représentants aussi de locataires, par exemple, pour les gros immeubles, les gros acheteurs, comment il est impliqué dans la gestion même de la régie, on peut l'imaginer, c'est peut-être une dimension qui va être abordée ultérieurement, et en tout cas, comment chacun pourrait se sentir finalement davantage concerné, pas seulement en termes de coûts, en termes de proximité d'interlocuteurs ou de possibilité d'être accompagné, mais aussi dans les usages. Donc la régie, pareil, ça a été dit, mais je le ressouligne ici, a aussi une vocation d'éducation populaire, c'est-à-dire de faire savoir, déjà de mettre le thème au centre du débat, rien que ça. C'est facile d'ouvrir un robinet, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas où ça part, voilà. Donc déjà, amener le thème dans les discussions, l'amener dans les événements festifs. Il a été mentionné le Festival de l'écologie populaire au Kremlin-Bicêtre. Ça sert à ça. C'est vraiment, voilà, un week-end du mois de mai. Qu'est-ce que nous pouvons partager comme pratique vertueuse ? Ça va de réparer un vélo à le rapport à l'alimentation, ceux qui y poussent, ceux qui se mangent. Voilà, comment vraiment on peut tous essayer d'évoluer dans nos pratiques et dans nos consommations. Donc évidemment que l'eau est concernée, évidemment que la régie publique est présente dans ces moments-là, qu'elle sait faire, voilà, elle arrive, elle plante sa tente et voilà, le dialogue s'engage et autour de pas grand-chose, une petite gourde, un flyer, c'est vraiment l'occasion d'aller au contact des gens. Donc la dimension environnementale, voilà, elle est à la fois extrêmement technique dans les ressources que nous prélevons, mais elle est ensuite citoyenne, je dirais, dans ce que nous pouvons partager. On va quand même effectivement dans le sens d'une sobriété, d'une économie de l'eau. C'est parce que c'est facile d'ouvrir le robinet que le débit est neutre. Et nous espérons, parce que les gens se sentiraient davantage concernés, qu'ils se sentiraient davantage acteurs, qu'ils seraient aussi plus soucieux d'économie, de sobriété et de gestes sobres. Alors oui, moi je partage totalement ce qui a été dit, développer la question de l'éducation populaire, de la pédagogie, de l'explication. Pour ce qui concerne la régie, en tout cas, nous avons entrepris pour cette année de faire une grande distribution d'économisateurs d'eau, ce que nous avons autour des robinets. Et donc, nous allons entreprendre avec l'ensemble des bailleurs
des bailleurs sociaux, mais aussi des copropriétés dès que nous le pourrons, de la distribution d'économisateurs d'eau de robinet, de pommeaux de douche dans la mesure du possible, tout en accompagnant. Hein. Le tout, c'est pas de distribuer pour distribuer, mais c'est vraiment de distribuer pour que chacun puisse, en tout cas, installer ça chez soi, faire en sorte, quand on fait la vaisselle, quand on se brosse les dents, ou c'est les petits gestes qui ont été évoqués qui permettent en tout cas de préserver la ressource. Pourquoi la régie? Ça a été évoqué, je le rappelle, parce que c'est le modèle de base. Il n'y a aucune raison que quelqu'un qui vend de l'eau pour redistribuer à des actionnaires, que sa consommation, que la consommation d'eau baisse. La régie a la vocation d'abord à se servir de ce qu'elle a besoin et ne pas faire plus, tout en équilibrant économiquement ses opérations. Et donc nous, notre volonté vraiment, c'est ce que j'ai dit dans mes propos introductifs, justice sociale, justice climatique, faire en sorte qu'on prenne l'eau qu'on a besoin et pas plus. Et donc on va mener cette grande opération de distribution d'économisateurs d'eau. Alors, comment se fait-il que nous voyons encore des véhicules Veolia sur le territoire? Et est-ce que la régie sous-traite et va-t-elle continuer à sous-traiter et quoi à Veolia? C'est une très bonne question. Je vais laisser Quentin Desfontaines, le directeur général. Il en a parlé tout à l'heure sur la question de la DSP, la délégation de service public, ce qui court encore dans les deux missions principales de la régie. Mais Quentin va répondre là-dessus, je pense. Merci Fatah. Alors oui, il est logique et normal de continuer à avoir des véhicules Veolia Hauts-d'Île-de-France, donc le délégataire du contrat actuel, puisque comme je l'exposais en présentation préliminaire, ce contrat court jusqu'au 31 décembre 2023. Soit dit en passant, au-delà de cette date, il ne sera pas non plus anormal de voir certains véhicules traverser les communes. Vous savez qu'en Île-de-France, nous sommes dans une région qui est extrêmement dense, avec une circulation importante, que les villes, vous l'avez vu sur le plan, sont relativement imbriquées. Et donc, il se peut très bien qu'une camionnette Veolia qui va desservir, par exemple, Choisy-le-Roi, passe par la commune de Vitry parce que c'est limitrophe et que c'est son itinéraire. Cela étant, vous allez aussi et surtout voir dans vos communes de plus en plus des véhicules de la régie. Et donc, on ne peut pas vous dévoiler aujourd'hui, la charte graphique, ce qu'on appelle la charte graphique, c'est-à-dire le logo de la régie, puisque vous avez compris que la démarche avait été d'abord de vous donner la parole pour choisir un nom et qu'à partir de ce nom, évidemment, on pourra décliner un certain nombre d'éléments graphiques. En tout cas, vous en verrez. Donc ça, c'était pour la première partie de la question. Deuxième chose, est-ce qu'on va continuer à s'appuyer sur Veolia et d'autres structures? Vous l'avez un peu perçu dans la présentation. Le choix de la régie, c'est de dire on porte nous-mêmes ce qui est stratégique et qu'on est en capacité de faire. Peut-être que demain, on sera de plus en plus en capacité de faire des choses et qu'on élargira le spectre. Aujourd'hui, on a quand même défini déjà de façon assez ambitieuse ce qui relevait de la régie et ce qui allait un peu au-delà et pour lequel on s'appuyait sur des entreprises. Nous aurons en particulier des marchés de travaux, des marchés d'exploitation. Nous avons des systèmes d'information, un certain nombre de matériaux qui seront achetés. Donc, à ce titre, j'allais dire que la société Veolia, mais comme toutes les autres entreprises, sont non seulement répondront probablement, mais en plus nous espérons évidemment qu'elles répondent, puisque l'idée étant de s'appuyer sur les compétences aussi qui existent. Voilà. Merci Quentin. Alors, beaucoup d'eau est perdue à cause des fuites dans le réseau. Que compte faire la régie pour limiter ces fuites? Alors, je vais me permettre peut-être quelques réponses préalables avant de laisser la parole autour de la table. Donc, comme tout le monde l'a exposé ce soir, la régie a un programme ambitieux de renouvellement des canalisations. Ce programme va permettre de ce fait de renouveler les canalisations les plus anciennes, les plus fuyardes, et du coup de lutter activement contre les fuites. Deuxième gros programme travaux donc, qui a été évoqué tout à l'heure en cofinancement avec le CEDIF et l'accord qui a été signé, c'est la déconnexion des réseaux qui va nous permettre de connaître exactement
les volumes d'eau qui rentrent sur le territoire et ceux qui sont vendus. Donc cette connaissance va également nous permettre de cibler les secteurs les plus fuyards et d'intensifier nos opérations sur ces zones-là. Ensuite, au quotidien, la régie sera dotée d'équipes dédiées à la recherche de fuites, donc des gens qui auront des appareils spécifiques et qui permettra d'aller traquer sur le réseau et sur les compteurs les fuites qui pourraient se déclarer et opérer à des réparations rapidement. Voilà, donc je laisse la parole autour de la table si quelqu'un veut réagir en complément. Non, simplement pour réaffirmer un peu la volonté des 9 communes, de la régie publique, de son conseil d'administration, de mettre les moyens. On évoquait une enveloppe, on évoquait 5 km de réseau, une enveloppe de 5 millions d'euros sur les travaux que nous allons initier en 2023 et continuer à investir très fortement. En tout cas, tout euro en termes de recettes à la régie seront réinvestis totalement sur la régie en termes de services, de personnel, de communication et d'investissement et de maintenance sur notre réseau. Et donc, c'est cette volonté qui est réaffirmée par le conseil d'administration de notre régie. Et pour 2023, on a prévu à hauteur de 5 millions d'euros des travaux sur l'ensemble du réseau des 9 communes. La dernière question, qui est peut-être la plus concrète. Est-ce que le prix de l'eau va augmenter ? Alors, je ne sais pas s'il en revient aux administrateurs, au président que je suis, de répondre à cette question. C'est une question délicate, mais pertinente, parce que le prix de l'eau, quand vous payez 4,38 € à peu près, Olivier, c'est l'ordre de grandeur, 4,38 €. Il n'y a pas que la régie qui perçoit les 4,38 €. Plusieurs opérateurs, je l'ai dit dans mon discours. Vous avez l'agence de l'eau, Seine-Normandie. Vous avez le SIAP, qui est le syndicat d'agglomération concernant tout l'assainissement du territoire parisien, plus largement sur la banlieue. Vous avez les départements qui perçoivent aussi, le département qui reçoit une recette pour l'assainissement, le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, Voies navigables de France. Oui, on peut se poser la question, Voies navigables de France perçoit aussi une taxe ou une redevance là-dessus. Et, in fine, la régie, actuellement, une part délégataire, ça a été évoqué par Quentin Desfontaines, c'est-à-dire Veolia Eau Île-de-France, pour finir le contrat jusqu'au 31 décembre 2023, perçoit une rémunération, perçoit aussi un prix de l'eau pour le service qu'il rend, et une part de régie aussi. Et donc, ce prix de l'eau, demain, à partir du 1er janvier 2024, tout ce qu'on appelle la part délégataire n'existera plus. Ça sera la part régie, autour d'1,47 €. Mais je laisserai aussi Olivier Faure répondre plus précisément sur le sujet. Sur cette partie-là, l'engagement des 9 maires, l'engagement des communes, l'engagement du conseil d'administration de la régie, c'est de ne pas augmenter le prix de l'eau. On n'augmentera pas le prix de l'eau cette année. En tout cas, en 2023, c'est le choix que nous avons fait. Et le conseil territorial du Grand Orly-Seine-Bièvre a voté au mois de décembre la non-augmentation du prix de l'eau, en sachant que Vediv, pour sa part syndicale, est passé, je crois, de 91 centimes à 96 centimes, qui correspond aux 7% de l'inflation. Nous avons fait le choix de porter cette inflation au niveau de la régie, au regard des moyens et des ressources que nous avons, considérant que nous n'avions pas besoin de faire appel aux usagers de la régie pour financer notre service. Par la suite, une des volontés, c'est à minima de ne pas augmenter l'eau. Après, il y a tout ce que l'on sait. On a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, nous avons l'inflation extrêmement forte. Tous les achats, et là c'est le directeur général qui pourra répondre beaucoup mieux que moi avec le responsable des services techniques, quand vous achetez un mètre linéaire de matériaux, il y a 2 ans, ce n'était pas le même prix qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, d'un point de vue politique, de ce que nous souhaitons, c'est de ne pas augmenter le prix de l'eau, d'être dans ce prix constant, tout en investissant très fortement pour tout ce qui concerne les fuites, tout ce qui a été évoqué. Je vais peut-être laisser la parole à Olivier ou à Quentin ou d'autres administrateurs qui souhaitent répondre. Sylvain, ouais. Oui.
Non, c'était juste pour repréciser, parce que tu l'as dit en introduction, mais tu ne l'as pas redit là. Le prix de l'eau sur la régie, il est déjà moins cher que sur les communes environnantes qui sont encore au CEDIF. Et on n'a pas l'intention que ça change. Voilà. Je peux préciser effectivement que le prix de l'eau que perçoit la régie est de 1,42 € le mètre cube et que le CEDIF a augmenté au 1er janvier 2023 à 1,51 € compte tenu de l'inflation. Donc il y a déjà un premier résultat que soulignait Sylvain, à savoir que la régie n'applique pas l'inflation au prix de l'eau aujourd'hui et que l'engagement qui a été pris par les élus et l'équilibre économique de la régie le permet, c'est de ne pas augmenter le prix de l'eau, sauf effectivement inflation exceptionnelle, qu'on ne peut pas maîtriser, comme l'a dit Fatah. Il peut y avoir des éléments exceptionnels, donc hors inflation, l'engagement pris par les élus de la régie de ne pas augmenter le prix de l'eau. Et on sait qu'on a l'équilibre économique qui permet de tenir cet engagement. Pas d'autres questions. Est-ce que vous voulez peut-être faire un dernier tour de table? Moi, peut-être, un dernier tour de table. Et si je peux me permettre de commencer, moi, je voulais vous dire d'abord vous redire que nous avons distribué entre jeudi dernier et aujourd'hui plus de 152 000 lettres d'information co-signées par notre président Fatah Agoun et chacun des 9 maires. Ces lettres, 152 700 de mémoire, donc c'est distribué à chaque foyer des 9 communes du territoire qui sont concernées par la régie. Sur cette lettre, vous avez un certain nombre d'informations et vous avez en particulier un lien pour le choix du nom de la régie. Nous avons 4 propositions, Fatah Agoun en a parlé. Au Seine-et-Bièvre, Autrement, Solidaire et aux communes. Nous vous invitons vraiment à prendre part pleinement à cette proposition, comme vous l'aviez fait en septembre 2021 pour la décision de partir en régie. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons profité de cette journée pour organiser des ateliers sur l'eau avec le partenaire Exploradome dont a parlé Fatah Agoun, qui est donc, encore une fois, un musée d'éducation populaire basé à Vitry-sur-Seine. Donc ces ateliers se sont tenus en particulier, donc je voulais saluer les enfants et les parents des enfants qui ont été concernés, se sont tenus en particulier à Henri Tellier à Fresnes et à Maurice Torres à Ivry-sur-Seine. Donc ce sont à chaque fois des centres de loisirs qui se tiennent le mercredi. La dernière chose, si vous permettez, je voulais oser une interprétation un peu plus personnelle. Nous avions organisé il y a un an une réunion publique pour la journée de l'eau 2022 qui s'était tenue à Gentilly. Nous avons réitéré cette année avec une table ronde pour cette année 2023. Il me semble qu'entre les deux, il y a eu un événement absolument important et alarmant qui a été cet été 2022. Cet été 2022, je pense qu'il a convaincu beaucoup de personnes, et notamment nos élus, de se dire que finalement, l'eau potable, c'était jusque-là un sujet qui était secondaire, qui n'était pas très visible, qui marchait bien, qui fonctionnait. Finalement, pourquoi s'en intéresser? Et ce qui nous est arrivé avec non seulement la vague de chaleur, mais aussi la prise de conscience que nous aurions de plus en plus de difficultés à faire face à ces vagues de chaleur avec la raréfaction de la ressource en eau, qui est finalement l'élément le plus important pour répondre à la chaleur, ça a fait une sorte d'électrochoc. Fatah Agoun, en introduction ou lors de la présentation, vous a présenté l'aventure d'une deuxième régie plus au sud du territoire. Je pense que ce qui s'est passé cet été a aussi joué dans la décision, en plus de voir que les 9 communes étaient relativement satisfaites de la façon dont se préparent les choses. Je voulais insister sur cet élément en disant finalement ce qui hier était superflu aujourd'hui devient certainement essentiel, et je crois que c'est aussi la vocation de la régie de se dire que finalement on s'intéresse à ce qui est fondamental pour les citoyens, les habitants. Merci.
Moi, je vais dire deux petits mots pour conclure. D'abord, dans tous les moments de contact sur le terrain avec les populations, je crois que nous avons tous remarqué que cette initiative, quand elle a été portée en 2021, a été particulièrement bien accueillie. J'ai le sentiment vraiment que ça répond à quelque chose et que parfois chez les gens, on n'y avait jamais pensé, mais oui, évidemment, reprendre en main une ressource telle que l'eau, plus les prises de conscience très récentes, mais on sent vraiment que l'idée d'un retour d'un service public, d'un bien ressource commun aussi central, vient répondre à quelque chose de très profond dans la demande citoyenne des gens que nous avons rencontrés. Ça n'a pas été des campagnes de terrain difficiles à mener ou en terrain hostile, vraiment, pour en avoir connu d'autres. Et j'ajouterais aussi que dans le contexte social et politique actuel, de très grande inquiétude aussi sur la puissance de l'État, sur les pouvoirs publics, sur leur détricotage, pour le dire avec pudeur, il me semble qu'il y a aussi la demande de services, voilà, d'une prise en main et d'une mise en commun vraiment d'un bien central à notre vie à tous. Et je vais dire un dernier mot. Petit clin d'œil, vous avez parlé de l'eau de la vanne. Moi, la vanne, je me baignais dedans quand j'étais petite. Elle était très froide, même l'été. Pour dire un clin d'œil à mon père qui était paysan et qui me disait quand j'étais petite, tu verras, il y aura une guerre de l'eau. Il ne l'aura jamais vu, moi je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, il y a vraiment une prise de conscience. En revanche, quand il disait cela, très paradoxalement, il y avait zéro conscience écologique. Il y avait zéro conscience des pesticides qu'il répandait très certainement dans les champs. Voilà, mais il y avait l'intuition que la ressource pourrait manquer un jour. Et ben, entre-temps, ma génération, celle de mes enfants, on voit monter quand même un souci de l'environnement, de la terre, de l'eau, plus grand, peut-être à nos enfants de reprendre aussi le flambeau pour qu'il n'y ait pas cette guerre de l'eau, pas d'autres guerres non plus d'ailleurs si c'était possible. Mais voilà, une conscience un peu nouvelle de cette ressource qui pourtant déjà pouvait soucier avec d'autres logiques des générations antérieures quelque part au bord de la vanne il y a longtemps. Voilà, sur ce que je tenais moi à souligner pour clôturer ce moment d'échange qui a vocation, comme on l'a dit aussi, à élargir le débat, à propager les idées, y compris techniques, avec les choses qui vous ont été portées de manière extrêmement claire et pédagogique par les collègues beaucoup plus techniques que moi. Et voilà, ce qui contribue à porter la connaissance entre les mains de chacun, c'est dans ce sens que nous souhaitons aller. Bon, je vais être très bref. Je voudrais juste inviter chacun à aller sur le site internet de la Commission nationale du débat public pour s'informer sur le projet de traitement de l'eau du CEDIF et participer au débat public. Et aussi inviter chacun à voter pour le futur nom de la régie. C'est vous qui allez choisir sous quel nom nous allons nous retrouver pour la Journée mondiale de l'eau 2024. Déjà, je voulais remercier, je pense que Fatal le fera aussi, mais toutes les équipes qui ont organisé la réunion de ce soir, qui ont écrit la lettre, etc., les maires qui ont envoyé la lettre. Je pense que c'est toujours utile d'avoir des temps d'échange. Et ensuite, peut-être vous dire un peu de façon plus personnelle ce que je retire de mon expérience de peut-être 1 an et quelques dans le conseil d'administration. Donc il y a les choses auxquelles je m'attendais, c'est-à-dire qu'on va reprendre un bien commun, on va le rendre public, etc. Et donc ça, c'était la raison politique pour laquelle je me sens impliqué dans cette aventure depuis longtemps. Et ce que j'ai vu, et je pense qu'on l'a vu transparaître ce soir aussi, et qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a vraiment une dynamique de mise en commun. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire un village gaulois à 9 communes. On s'est retrouvé à arriver dans un écosystème où il y avait d'autres acteurs publics qui partageaient les mêmes valeurs de mise en commun. Donc c'est pour ça qu'on a pu signer des conventions avec Haute-Paris, par exemple, pour de l'appui technique, regarder de la vente d'eau en gros, etc. On ne se retrouve pas comme une société qui serait en concurrence ou à se regarder en chien de faïence avec les sociétés d'à côté. On se retrouve à mettre en commun avec les acteurs d'à côté qui, pour certains, sont plus gros et plus expérimentés que nous. Et donc, ça donne de la force. Et donc, on voit qu'il y a tout un mouvement des régies publiques qui prend, si on regarde en pourcentage des volumes des services, c'est maintenant, je crois, près de la moitié de la population. Ça avait été en diminution pendant longtemps. C'était quasiment ringard, la régie publique. Et on voit que maintenant, ça revient au contraire. Les gens reviennent au public, les gens reviennent à la mise en commun.
Et je pense qu'effectivement, ce mode de gestion, il nous permet de répondre à tous les enjeux de sobriété, de solidarité et écologique qu'on veut porter. Donc voilà, longue vie à la régie publique et je souhaite continuer dans cette aventure. Merci à toutes et à tous. Donc moi, je vais essayer de conclure avec 2-3 petits mots. Donc tout d'abord, avec les 9 maires, avec les élus du conseil d'administration qui m'accompagnent ce soir, les partenaires, avec les associations, avec les équipes présentes ce soir et qui ont fait en sorte que cette soirée se déroule et que la régie trouve son rythme de croisière, mais surtout avec vous. Nous continuerons à mettre en œuvre le projet sur lequel vous nous avez mandatés à travers nos programmes municipaux pour certains, à travers la votation citoyenne, à faire un projet social, écologique et citoyen le plus juste, le plus efficient et qui permette à chacun de s'y retrouver. Nous créerons les conditions au 1er janvier 2024 que cette régie de la Seine et de la Bièvre, et vous définirez, vous choisirez le nom que vous souhaitez à travers cette grande campagne que nous lançons depuis 2 jours. Vous pourrez vous prononcer pour savoir quel sera le nom de cette future régie. Je vous y invite fortement, le plus nombreux possible, pour définir ensemble le nom de cette belle régie que nous allons piloter ensemble avec vous dans les prochaines années. Je vous remercie de votre présence, je vous souhaite une bonne fin de soirée et nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions.